Bienvenue. Avec vous, Nouraddin Idboufker, et c'est le multicasting dans les réseaux. Cette vidéo va traiter du premier pilier du modèle de service multicast, qui consiste en l'identification des groupes. Je vais tout d'abord présenter le concept de groupe, ses propriétés, puis je vais terminer par la présentation du système d'adressage utilisé pour l'identification des groupes multicast. Dans la science des réseaux, un groupe multicast est un ensemble de machines identifiées par une adresse unique et spécifique, et la communication au sein du même groupe est effectuée localement via une seule opération d'envoi. Tout groupe multicast peut être caractérisé par un ensemble de paramètres spatio-temporels, à savoir la taille, la constitution, le dynamisme, la durée de vie et les besoins. Dans ce qui suit, je vais présenter chacune de ces propriétés. Commençons par la taille du groupe. C'est une propriété relative à la spécification du nombre de nœuds appartenant au groupe multicast. Cette propriété, il influence grandement la résistance au facteur d'échelle du processus de routage multicast. La deuxième propriété est la constitution du groupe. Elle permet la caractérisation du comportement temporel des nœuds formant un groupe multicast, et ce pendant toute la durée de la session. Ainsi, un nœud il peut se comporter comme émetteur. Dans ce cas, il ne fait que générer le flux multicast. C'est le cas par exemple d'une tête réseau IPTV ou bien d'un serveur qui va nous permettre de mettre à jour nos routeurs de l'infrastructure. Un membre multicast il peut aussi être récepteur uniquement. C'est le cas par exemple de terminaux de télévision dans le cas d'une session IPTV. Et finalement, un membre il peut être émetteur et récepteur en même temps. C'est le cas d'une session de cours en ligne où tous les membres peuvent générer et recevoir le flux multicast. La troisième propriété d'un groupe multicast permet la caractérisation pendant toute la durée de la session du comportement d'appartenance spatiale des nœuds au groupe multicast. C'est-à-dire qu'il y aura des membres appartenant au groupe qui peuvent adhérer ou bien se retirer du groupe à volonté. Ceci va faire qu'un groupe peut compter parmi les participants à la session un nombre défini de nœuds dont l'appartenance au groupe n'est pas permanente. La quatrième propriété d'un groupe multicast est sa durée de vie. Cette propriété fait référence à un comportement global à l'échelle des temps. Ainsi, un groupe peut être permanent. C'est le cas par exemple d'un groupe associé à une chaîne IPTV. Il peut être périodique, comme le cas d'une session de cours hebdomadaire diffusée via le multicasting IP, ou bien temporaire, comme dans le cas d'un webinaire animé par un expert sur une thématique précise à une date précise. La dernière propriété des besoins, d'un groupe est celle qui traite des besoins, que ce soit en qualité de service et ou de sécurité de la session multicast. Cette propriété, il définit les besoins en termes de qualité de service des flux multicast, en termes de débit, de délai, taux de perte taux de perte et de gig, ou bien aussi les besoins en termes de sécurité sur les plans de confidentialité, intégrité et disponibilité. Il est à noter que l'ensemble de ces propriétés vont influencer, lorsqu'elles sont prises en considération, le choix, le design et l'implémentation des mécanismes associés à notre modèle de multicast. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des propriétés, les principales propriétés d'un groupe multicast, jetons un coup d'œil sur le processus qui va nous permettre d'identifier les groupes multicast au sein du réseau. Dans le multicast, les hosts adressent leur datagramme vers une entité virtuelle constituée par ou bien représentée par le concept de groupe multicast. Les routeurs réseau, ils vont forwarder les datagrammes multicast vers les hosts qui ont tout simplement rejoint le groupe multicast. Concrètement, les adresses IP utilisées par le multicasting sont des adresses de classe D, ça veut dire toutes les adresses dont les 4 bits de poids fort, ils ont la valeur 11-10. Ce qui veut dire qu'en notation décimale, c'est toutes les adresses IP comprises entre 224.0.0.0 et 239.255.255.255.
Cela représente approximativement 250 millions d'adresses IP. Il est à noter que les adresses, tous les paquets ayant une adresse de classe D dans le champ, adresse source, et ils doivent être tout simplement supprimés. Il est à noter aussi que les adresses appartenant à la plage 224.0.0.0 et 224.0.0.255 sont réservées pour des processus de contrôle comme les protocoles associés au processus de routage, ce qui veut dire que on n'est pas autorisé d'utiliser ces adresses pour identifier des groupes en production. Il y a aussi d'autres adresses telles que celle de la plage 232, la plage 233 et la plage 239 qui sont utilisées spécifiquement et réservées pour des protocoles réseau. Jetons maintenant un coup d'œil sur les mécanismes utilisés pour l'allocation d'adresses à un groupe multicast. La première approche pour allouer une adresse multicast à un groupe, c'est l'approche manuelle. Cette approche consiste au fait que l'administrateur va choisir une adresse IP de classe D spécifique et il va l'attribuer au groupe multicast. Par la suite, il va aviser les clients de la valeur qu'il avait choisie pour identifier le groupe multicast. Cette notification, il peut se faire de deux manières, que ce soit une notification aussi manuelle ou bien via un protocole spécifique tel que le Session Announcement Protocol, qui a fait l'objet de la RFC 2974 IETF. Ce protocole, il permet aux clients de construire une sorte d'annuaire de groupe multicast qui va permettre aux clients d'avoir une base sur la base de laquelle il va pouvoir choisir le groupe auquel il souhaite appartenir par la suite. Cependant, avec l'arrivée de nouvelles applications qui utilisent plusieurs canaux multicast, tels que le jeu distribué par exemple, il est devenu nécessaire d'obtenir des adresses multicast de façon dynamique et aussi de façon temporaire. C'est pour cette raison qu'un groupe de travail IETF a vu le jour. Il a pris le nom de MALOC pour Multicast Address Allocation Architecture, dont les travaux ont donné naissance à deux principaux protocoles et deux entités. Le premier protocole, c'est le MADCAP, le Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol, qui est fortement inspiré du DHCP. Et le deuxième, c'est l'Address Allocation Protocol, qui était inspiré du Session Announcement Protocol. En plus de deux autres entités, l'entité M2AS et l'entité MASC. Maintenant, jetons un coup d'œil sur l'identification du groupe au sein du réseau local. En d'autres termes, comment est-ce qu'on va pouvoir identifier un groupe multicast au niveau de la couche 2? Surtout que une couche 2 de type Ethernet, par exemple. Surtout que l'adresse IP de destination n'est pas associée à une interface physique bien précise. Bien sûr, il y a une grande différence entre les transmissions unicast et les transmissions multicast. Pour les transmissions unicast, les adresses IP de destination sont associées à une carte réseau spécifique. Par contre, pour les transmissions multicast, l'adresse IP peut être associée à plusieurs interfaces physiques. Donc, il faut permettre aux membres d'un groupe multicast de décider si une trame reçue devrait être traitée ou non. Pour cela, les adresses multicast Ethernet, au niveau Ethernet, peuvent être déduites à partir des adresses multicast IP via un algorithme simple à comprendre et aussi à utiliser. Il se base sur l'extraction des 23 derniers bits de l'adresse IP multicast et la concaténation de ces 23 derniers bits en hexa avec une chaîne hexadécimale de 01005E00. Regardons à présent cet exemple. Soit l'adresse IP multicast 239.0.0.5 et on souhaite déterminer l'adresse Ethernet multicast associée à ce groupe. Première des choses, on convertit l'adresse, que ce soit en binaire ou bien en hexadécimal. 239.0.0.5, ça donne en hexadécimal EF 005.
Puis par la suite, ou bien en binaire, ça donne la combinaison 11, 10, 11, 11, puis 0, 0, puis 0, 0, 1, 0. On va extraire les 23 derniers bits de l'adresse IP multicast, qui sont les 0, 0, puis 4, 0, 0, 1, 0, 1. Et on colle ces 23 derniers bits avec, on va les convertir bien sûr en hexadécimal, et on va les coller avec la chaîne 01005E en hexadécimal suivi d'un bit mis à 0. L'adresse Ethernet finalement multicast associée à notre groupe multicast, ça sera 01005E 000005. Ainsi, lorsqu'un host devient un membre multicast, il procède à la génération d'une adresse multicast à partir de l'adresse classe D de son groupe. Et de ce fait, au niveau LAN, il aura à traiter les trames destinées à son adresse MAC réelle, ça veut dire l'adresse MAC associée à sa carte réseau, en plus des trames destinées à l'adresse MAC multicast associée à une interface virtuelle multicast. Cette vidéo prend fin. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo où nous allons traiter le deuxième pilier du modèle de service multicast et qui traite de la signalisation d'adhésion d'un host ou à un ou plusieurs groupes multicast. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.